C'est un homme entouré de contradictions. Paul Kagame, le président du Rwanda, est salué par beaucoup en Occident comme un dirigeant visionnaire, reconnu pour avoir sorti sa nation des cendres du génocide pour en faire une réussite économique. Pourtant, sous cette façade de progrès soigneusement entretenue, se cache une vérité plus sombre. Une vérité murmurée à voix basse et documentée dans d'innombrables rapports sur les droits de l'homme. L'influence de Kagame, semble-t-il, s'étend bien au-delà des frontières de sa petite nation d'Afrique de l'Est, projetant une ombre longue et menaçante sur son grand voisin, riche en ressources, la République démocratique du Congo. Il est de plus en plus évident que Kagame a jeté son dévolu sur le Katanga, une province du sud-est de la RDC, et ses stratégies sont aussi rusées qu'impitoyables. Ce ne sont pas de simples spéculations. Le mode opératoire de Kagame a été révélé à maintes reprises dans d'autres régions instables de la RDC. Son modus operandi est un mélange effrayant d'incursions militaires, d'opérations secrètes et d'installations de régimes fantoches, le tout voilé sous le prétexte de maintenir la stabilité régionale. Cependant, la stabilité que recherche Kagame est une stabilité qui lui profite à lui seul. Son but ultime est le contrôle des vastes richesses minérales qui se trouvent sous le sol congolais, des richesses qu'il peut exploiter pour servir ses propres ambitions. Les murmures ont commencé à l'est, dans les jungles enchevêtrées et les villes portuaires animées de Kisangani et du Sud Kivu. Ces régions, meurtries par des années de conflits, sont devenues le terrain d'essai des ambitions expansionnistes de Kagame. Des rapports ont fait état de troupes rwandaises opérant clandestinement à l'intérieur des frontières congolaises, fournissant entraînement et armes aux milices locales et attisant les flammes de l'instabilité. L'objectif était clair, affaiblir l'État congolais de l'intérieur, créer un vide de pouvoir que Kagame pourrait ensuite facilement exploiter. Ces actions ne sont pas passées inaperçues. Les groupes de défense des droits de l'homme ont tiré la sonnette d'alarme, documentant les atrocités commises par ces milices soutenues par le Rwanda. La communauté internationale, cependant, est restée largement silencieuse, peut-être aveuglée par l'image soigneusement façonnée de Kagame comme un phare d'espoir dans une région troublée. Enhardis par cette inaction, les opérations de Kagame se sont faites plus audacieuses, son emprise sur ces provinces de l'Est se resserrant comme un étau. L'Ituri, une province du nord-est limitrophe de l'Ouganda, est devenue un creuset de conflits, un témoignage tragique de la cruauté de Kagame. Cette région riche en minerais, en proie à des tensions ethniques et à l'héritage de conflits passés, est devenue l'épicentre d'une horrible campagne de violence orchestrée par des forces soutenues par le Rwanda. Des villages ont été rasés, des civils massacrés et la terre imbibée du sang d'innocents. Pendant tout ce temps, Kagame a nié toute implication, qualifiant les accusations de fabrication propagées par ses ennemis. Mais la vérité, comme c'est souvent le cas, a fini par se frayer un chemin à travers les fissures. Des déserteurs de milices soutenus par le Rwanda se sont manifestés, fournissant des témoignages effrayants sur l'implication directe de Kigali dans les atrocités. Le monde a commencé à voir Kagame pour ce qu'il était vraiment. Un loup déguisé en agneau. Un maître manipulateur qui utilisait le langage de la paix pour masquer sa propre soif insatiable de pouvoir et de richesse. L'Ituri, autrefois une tapisserie vibrante de cultures et de traditions, a été laissée en ruine. Un avertissement brutal de ce qui attendait toute région qui oserait se dresser sur le chemin de Kagame. Et maintenant, tous les yeux sont tournés vers le Katanga, une province qui exerce une fascination particulière sur Kagame. Le Katanga n'est pas seulement riche en minerais, c'est un trésor de ressources naturelles, une merveille géologique dotée de vastes gisements de cuivre, de cobalt, de diamants et d'or. Pour Kagame, le Katanga représente le prix ultime, la clé pour débloquer des richesses incalculables et asseoir sa domination sur la région. Sa stratégie, rodée sur les champs de bataille de l'Est du Congo, est déjà mise en œuvre avec une précision effrayante. Des rapports font état d'agents rwandais infiltrant les communautés katangaises, exploitant les tensions ethniques existantes et soudoyant des fonctionnaires corrompus. Kagame sait qu'une incursion militaire directe au Katanga se heurterait à une résistance farouche, tant au niveau national qu'international. Il emploie plutôt une approche plus insidieuse, semant la discorde et affaiblissant la province de l'intérieur. Son objectif est de créer un climat de peur et d'instabilité, une situation où le gouvernement congolais sera perçu comme faible et inefficace, ouvrant la voie à son intervention. Cinquième partie, le masque de la bienveillance.
Ne vous laissez pas bercer par les déclarations de paix et de stabilité de Kagame. Sa paix est une paix prédatrice, une stabilité bâtie sur la souffrance des autres. Il se présentera comme un sauveur, un voisin bienveillant, tendant la main à une nation en proie au désarroi. Il enverra ses forces de maintien de la paix, non pas pour protéger le peuple congolais, mais pour sécuriser ses propres intérêts. Il courtisera les investisseurs étrangers, leur promettant l'accès aux richesses du Katanga, tout en se remplissant les poches, lui et ses acolytes. Et la communauté internationale, aveuglée par ses propres intérêts économiques et séduite par la façade soigneusement construite de Kagame, détournera probablement le regard, complice du pillage d'une nation. Telle est la réalité tragique de notre époque, où la cupidité et la réalpolitik l'emportent souvent sur les droits de l'homme et le droit international. Sixième partie, l'urgence d'agir. La situation est grave, mais pas désespérée. La communauté internationale doit se défaire de son indifférence et prendre conscience de la gravité de la menace que représentent les ambitions expansionnistes de Kagame. Nous avons déjà vu ce scénario au Rwanda, en RDC et ailleurs. Les conséquences de l'inaction sont trop lourdes, mesurées non pas en dollars et en sang, mais en vies humaines. Il est temps d'agir avant que les flammes du conflit n'engloutissent le Katanga et ne plongent la région dans un nouvel abîme de violence et de souffrance. Le peuple katangais est résilient, mais on ne peut pas attendre de lui qu'il affronte seul cette menace. Le monde doit se tenir à ses côtés, uni dans sa détermination à résister aux avancées prédatrices de Kagame et à préserver son droit de vivre dans la paix et la sécurité. L'avenir de la RDC et même la stabilité de toute la région des Grands Lacs est en jeu. Septième partie, renforcer les remparts. Tout d'abord, le gouvernement congolais doit prendre des mesures immédiates pour renforcer ses défenses au Katanga. Il s'agit notamment de renforcer la présence militaire le long des principales zones frontalières, d'améliorer la collecte et l'analyse du renseignement afin de détecter et de déjouer les tentatives d'infiltration rwandaise et de renforcer les organes chargés de l'application des lois afin de lutter contre la corruption et de maintenir l'ordre. La communauté internationale peut jouer un rôle essentiel à cet égard, en fournissant un soutien logistique, une formation et des équipements aux forces de sécurité congolaises. Toutefois, cette assistance doit être subordonnée à un engagement réel du gouvernement congolais à lutter contre la corruption dans ses rangs et à veiller à ce que l'aide militaire soit utilisée de manière responsable et efficace. Huitième partie, une nation unie. Deuxièmement, la promotion de l'unité nationale au sein de la RDC est primordiale. La stratégie de Kagame repose sur l'exploitation des divisions ethniques et régionales existantes. Le gouvernement congolais doit accorder la priorité à la réconciliation et au dialogue, en s'attaquant aux griefs historiques et en encourageant un sentiment d'identité et de dessein commun. Il est essentiel d'investir dans l'éducation, la santé et le développement économique des communautés marginalisées afin de s'attaquer aux causes profondes du conflit et de créer une société plus équitable. Cela nécessitera un effort concerté du gouvernement et de la communauté internationale pour autonomiser les communautés locales et construire un avenir plus inclusif et plus prospère pour tous les citoyens congolais. Neuvième partie, le monde observe. Troisièmement, la communauté internationale doit exercer une pression diplomatique soutenue sur le Rwanda afin qu'il cesse ses activités déstabilisatrices en RDC. Cela implique d'imposer des sanctions ciblées aux responsables et aux entités rwandais complices de soutien aux groupes armés et de violation des droits de l'homme. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit sortir de sa paralysie et prendre des mesures décisives pour tenir Kagame responsable de ces transgressions. Le monde ne peut pas rester les bras croisés pendant qu'un régime voyou alimente les conflits et sape la stabilité régionale. Le silence n'est pas une option, c'est une forme de complicité. Dixième partie, un appel à l'action. Les enjeux ne pourraient être plus élevés. Le monde est à la croisée des chemins. Nous pouvons choisir d'ignorer les signes avant-coureurs, de privilégier les gains économiques à court terme à la paix et à la sécurité à long terme, et de rester passifs pendant qu'une autre nation africaine est ravagée par les conflits. Ou bien, nous pouvons choisir d'agir, de défendre les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale, de soutenir le peuple congolais dans sa lutte pour la paix et l'autodétermination, et de dire assez à Paul Kagame et à son régime. Le choix nous appartient, le moment de choisir est venu.